Bonjour, c'est Absolu Steph pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va reprendre en fait, non pas tellement le jeu en lui-même, on retravaillera sur d'autres vidéos, mais avant tout les bases. Ce que j'appelle les bases, c'est les bases pour un débutant, et effectivement, je n'ai pas abordé dans les vidéos précédentes. C'est petit 1, le jargon. Et petit 2, ce qu'on appelle les positions et toutes ces différentes choses. Ok, donc on va pas se focaliser sur le jeu. Le jeu est là juste pour illustrer un petit peu mes propos. Bien évidemment, s'il y a des coups intéressants, on s'y arrêtera et attardera. On va commencer par tout ce qu'il faut savoir quand on commence à jouer au poker. Avant tout, le poker est un jeu à information non complète. Donc un jeu dans lequel le but avant tout est essayer de comprendre les différentes mains que peuvent avoir nos adversaires et savoir comment jouer au mieux contre eux. On va commencer par la base. La base, c'est les positions. Qu'est-ce que c'est que les positions au poker? Comment s'appellent-elles et quelles importances elles ont. Donc on voit ici, sur la table 2, Galice, qui est avec le petit rond qu'on appelle le bouton avec D pour dealer, celui qui distribue les cartes en général dans les parties, et qui est celui qui va parler en dernier. Ensuite, la première position derrière lui, c'est donc ce qu'on appelle la petite blinde et ensuite la grosse blinde pour Hunter, sont les mises obligatoires qu'on est obligé de mettre à tous les coups. Et ensuite, on va reprendre depuis le départ. Ici, on a ce qu'on appelle le premier de parole, UTG, Under the Gun, on en a parlé vaguement dans les vidéos d'avant. Donc c'est celui qui va devoir parler, ici ça sera moi au prochain tour, en premier. Donc l'inconvénient de cette position, c'est celui qui va avoir toute la table qui va parler derrière lui. Ce qui veut dire qu'il va devoir prendre des décisions à l'aveugle, puisqu'il n'a aucune information sur ce qui s'est passé avant. Donc il va devoir jouer le plus serré possible, puisque les autres vont pouvoir payer, et il devra jouer invisible, c'est-à-dire hors de position. Ou bien, ils vont pouvoir se faire 3BT facilement par les autres joueurs, c'est-à-dire 3BT, c'est-à-dire sur-relancer. Je fais un point là-dessus parce que souvent les gens confondent le 3-bet d'une part et ils comprennent par 3 fois la mise. En l'occurrence, le 3-bet, ce n'est pas 3 fois la mise, c'est sur-relancer. On considère que le premier bet est le bet obligatoire, donc celui de la grosse blinde, et le bet classique, celui de la première relance. Donc celui qui surrelance la relance, c'est le 3-bet. J'espère que j'ai été clair. Celui qui surrelance le surrelanceur, c'est le 4-bet. Je m'arrête une seconde. Ici, on a flopé un trips. Donc trips, c'est un brelan avec 2 cartes au tableau, As, As et un As, donc un brelan visible. Dans ce cas-là, on a besoin d'assez peu de protection, à part un tirage couleur, on ne risque pas grand-chose. Le tirage couleur va arriver qu'une fois sur 5, donc on a assez peu de chances qu'il le touche. Donc il vaut mieux checker pour éventuellement arriver à obtenir une carte que pourrait toucher notre adversaire et éventuellement trouver de la valeur. Donc je résume, la première position c'est l'UTG et la deuxième position, donc celle qui j'aurai donc à la position suivante. Ici, ah ben non là la table a sauté bien sûr. C'est ce qu'on appelle le MP, le middle position, puisqu'il parle en
puisqu'il parle en deuxième. Il parle en milieu de jeu. Ensuite vient le cut-off, position qui est avant le bouton. Je fais une parenthèse, je suis obligé de payer ici étant donné que la cote, la mise qu'on me demande est de 6 centimes pour éventuellement gagner 37 centimes. Donc je suis obligé de payer. Ici il faut que je mette 12 centimes pour gagner 46 centimes. 12 fois 3 ça fait 36. Donc là encore j'ai la cote, je suis obligé de payer. Donc, je reprends, UTG premier de parole, MP deuxième de parole, MP deuxième de parole, et on va payer jusqu'au bout bien évidemment, hein. S'il a les As ou les Rois, tant pis pour lui, s'il a As-Roi, tant pis pour nous. Enfin, tant pis pour nous dans tous les cas, mais on va jamais lâcher ici. Bon, il avait As-Roi, c'est pas très grave. Donc, c'est pas facile en fait de jouer en même temps. Je reprends UTG, premier de parole, MP pour le deuxième de parole. Là, on peut élargir un petit peu. Cut-off pour la partie avant le bouton. Là, on peut avoir une range beaucoup plus large. Le bouton, la position idéale sur laquelle on est le dernier à parler et on aura la position dans tout le coup. Ensuite, la petite blinde, la position la moins agréable parce qu'effectivement, post-flop, une fois que le flop est tombé, on sera le premier à parler. Donc, c'est le bouton qui se déplace. Ici, j'ai une petite décision à prendre. On est donc 4 joueurs. Personne n'a montré beaucoup d'intérêt sur ce pot, donc on va miser. Bien évidemment, au moment où je décide de parler, je me mets à avoir des mains. Donc là, je suis en MP, deuxième de parole. Et enfin, la grosse blinde. Donc en fait, pour résumer, la position la plus idéale au poker, c'est bien évidemment le bouton. Puisque ce soit pré-flop ou post-flop, on va être le dernier à parler. Et donc on aura le plus d'informations sur ce qui va se passer. Quand on joue à un jeu d'informations incomplète, effectivement, plus on a d'informations, plus on est avantagé. Voilà pour les bases et les positions. Donc, je résume, UTG, premier à parler, on doit avoir la range, donc l'échantillon de main le plus serré possible. Ensuite, on élargit petit à petit jusqu'au bouton où on peut arriver à ouvrir, peut-être pas en NL2, mais je pense qu'on peut aller jusqu'à 40% de ses mains en NL2. Ensuite, la petite blinde qui va devoir prendre une décision par rapport à ce qui s'est passé et qui va avoir une range, donc un échantillon de main assez serré puisqu'elle va devoir parler en première position, donc il va falloir qu'elle ait une main forte, et le bouton qui doit lui compléter qu'une deux blindes pour éventuellement jouer des pots qui sont un peu plus gros. Donc pour revenir sur ce que je venais de dire, plus on va commencer à parler en premier pré-flop, plus on se doit d'avoir un échantillon de main avec lesquels on va commencer à jouer serré. Puisque bien évidemment, il est vulnérable aux actions des autres joueurs. Plus on s'approche du bouton, plus on va pouvoir l'élargir, puisque moins de joueurs vont parler derrière nous. Une fois qu'on passe le bouton pré-flop et qu'on est donc en small blind et en petite blinde, on va devoir parler avant nos adversaires post-flop. Donc quand on décide de défendre, on va devoir tout simplement avoir des mains qui sont capables d'être meilleures que celles qui ont été ouvertes précédemment. Pour résumer, une ouverture qui est faite par quelqu'un qui est UTG, donc en première parole, en position, en early position, autrement dit,
Et bien quand on est au bouton ou en SB, ça veut dire qu'il va falloir avoir une main très forte pour pouvoir se défendre. Étant donné qu'on sait que la première personne qui va jouer va avoir des mains fortes, il nous faut des mains très fortes puisqu'on va devoir jouer avant lui et parler avant lui. Et là on s'aperçoit qu'au poker, une des choses les plus importantes est donc la position. Quand on débute à ce jeu, on ne se rend pas compte de l'importance de la position. On voudrait jouer des tas de mains tout le temps, et ça, c'est pas possible. Quand on décide de coller une main, d'une ouverture qui est faite de quelqu'un qui est avant nous, il faut que notre main puisse tenir des agressions éventuellement sur ce qui va se passer par la suite. Donc, des joueurs, on va dire, de l'ancienne école, comme Dan Harrington, disaient qu'il fallait que les mains avec lesquelles on paye soient supérieures aux mains avec lesquelles on est capable d'ouvrir pré-flop, capable d'être supérieur aux mains qui ont déjà été ouvertes avant nous. Pour prendre un exemple bête, si on pense que le joueur en milieu de parole relance avec jamais moins bien que As-10, nous on ne peut pas payer avec des mains qui soient moins bonnes que As-Valet. C'est un exemple, bien évidemment, c'est circonstanciel et tout s'adapte. Il n'y a rien qui est figé, c'est un jeu où rien n'est figé et tout évolue tout le temps. Voilà pour un petit point sur les positions. De ces positions arrive bien évidemment ce qu'on va déterminer être nos ranges, donc ce qu'on appelle une range au poker. C'est l'échantillon, pour la traduction exacte, de mains avec lesquelles on va décider de faire une relance quand on commence la partie. Je vous ferai un petit point dans une prochaine vidéo sur les différentes mains avec lesquelles on relance et avec lesquelles on ne relance pas, en fonction des positions. Voilà pour le point sur les positions. J'espère que j'ai été clair, donc je résume. UTG, premier de parole. Cut-off. Alors ici j'ai isolé le joueur qui avait limpé. C'est un flop sur lequel j'ai pas beaucoup de fold d'équité, donc de capacité à le faire folder. Je suis hors de position, je vais checker et décider de folder. Maintenant que le joueur a foldé ici, va checker et back derrière moi, donc va checker alors qu'il aurait pu reprendre le lead. Je considère que d'abord je dois avoir la meilleure main, et deuxièmement, à part un tirage, il n'a pas grand chose. Il va avoir éventuellement un 6 ou un 8, mais il va avoir du mal à payer deux fois. Voilà pour ce qui est des positions. Je pense avoir été assez clair. Bon, j'ai fait une petite pause, donc je reviens. Je pense avoir été assez clair. Ce qu'on va faire maintenant, dans un deuxième temps, c'est toujours sur le jeu pré-flop et les ranges avec lesquels on va pouvoir essayer de jouer. On va essayer de dessiner, c'est comme ça qu'on fait, les différentes mains avec lesquelles on va payer une fois la mise ici. Je vais me mettre out sur les tables. Oh, non, c'est un peu dégueulasse. S'il a un roi ou un 8, on a perdu. Néanmoins, on peut avoir un as et penser gagner avec une autre as. Je ne connais pas le joueur. Je vais payer une fois. Et bon, c'est un joueur un petit peu farfelu. Donc je vais me mettre en pause. Tant que les tables vont passer. Et on va ouvrir un outil que je vous conseille d'avoir qui s'appelle Equilab, que vous pouvez trouver gratuitement sur pokerstrategy.com,
qui vous permet de pouvoir déterminer les ranges et les différents types de mains avec lesquelles vous pouvez commencer à jouer. On va dire en fonction des positions. Donc on va commencer par sélectionner la position UTG. Donc en position UTG, on va jouer bien évidemment toutes les pocket paires. Je pense que pour l'instant on peut commencer en L2, s'arrêter à la pocket 5. Je pense que ça suffit. Bien évidemment, on va jouer roi-dame, pareillé plus. On va jouer as-valet pareillé 1. Et bien évidemment, on va rajouter as-roi, as-dame. Avec ça, c'est une range très serrée, effectivement. On peut peut-être ouvrir jusqu'à as-10. On peut peut-être ouvrir jusqu'à as-10. Et on va garder ici un pourcentage de main autour de 7-8% pour la NL. Pour la NL2, bien évidemment, plus vous montrez les limites et plus vous pourrez ouvrir de main. Si les tables sont faciles, c'est-à-dire avec des joueurs qui sont, on va dire, très fit-or-fall. Fit-or-fall, ça veut dire ils touchent ou bien ils couchent. On va pouvoir essayer d'agrandir le range jusque-là. Et je le note, UTG, UTG 1. Ensuite, plus on avance, plus on va pouvoir ajouter des mains. Donc, ici, on va pouvoir ajouter des mains telles que Dame-Valet, Valet 10, et encore des mains comme Roi-Dame, et bien évidemment, garder. On n'a pas fini le coup, bien évidemment, on va isoler ici. Isoler, ça veut dire relancer pour value, pour valeur, la personne qui a limpé, parce qu'on ne limpe pas, je vous l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, afin d'éviter de créer une cote négative, donc une possibilité de gain inférieur. On n'a pas un flop très favorable, on a vu le joueur tout à l'heure qui était capable de faire de drôles de moves, donc on va check back notre as-roi, puisqu'on va assez peu le faire folder. S'il check la doublette du roi, là par contre, on va prendre un bet. Il nous surrelance. Donc il nous surrelance ici. Qu'est-ce qu'il y a dans ses mains? Qu'est-ce qu'il y a comme ses mains? Bien évidemment, il y a des 5 et 7. Il y a des paires de 8. Il y a des as 4. Il y a des 8. Donc ici, on n'a pas d'équité. On abandonne le coup. Donc ici, on a une range qui est à peu près correcte. Avec as-valet, bien sûr. Pour être gagnant, je vais vous donner des ranges très tight pour commencer. Et on va l'appeler MP1. Ensuite, on va commencer à augmenter encore un peu nos mains. Alors non, MP, on va rajouter as-valet, bien évidemment, que j'avais oublié. Ensuite, on va commencer à rajouter des mains un petit peu plus larges, puisqu'on va augmenter, donc on va jouer. On va pouvoir commencer au cut-off à jouer as-10, à jouer à peu près tous les as, toutes les paires, jusqu'à obtenir une range d'à peu près 14-15%, voilà, à peu près c'est ça. Après, en fonction des tables, on peut jouer des rois-valets en plus. Donc, on a une range de cut-off. Et ensuite, au bouton. Donc là, on va jouer une paire de rois.
de joueurs. Ça sert à rien de bêter très cher sur un flop comme ça, c'est un flop péré, pas très. Il y a assez peu de tirages, en plus on a un roi qui bloque les tirages, donc inutile de miser trop cher, le pot fait 0,18, 11 centimes, ça suffit amplement. Attends, je suis un peu perdu à cause du coup, on en était en MP, au cut-off, on en est là. Au cut-off, on va jouer Dame-Valet en plus, bien sûr, pour arriver à peu près à 15%. Cut-off, on va jouer MP, et ensuite au bouton. Donc, par contre, on va enlever quelques as petits. On va s'arrêter là pour le cut-off, je pense que c'est pas mal. Et maintenant, on va prendre tous les as. On va jouer roi 10. On va prendre des connecteurs assortis en plus, dame 10, 9, 10, jusqu'à 6 et 7, je pense, sans problème. On va pouvoir ajouter dame valet, roi valet, dame 10, valet 10. On va prendre aussi, je pense, sans trop de difficulté, même des mains comme 18, valet 9. Et on a 22%. Bon, je pense qu'on peut ouvrir au bouton jusque là sans trop de difficulté. On peut même aller jusque là si les blindes sont passives, c'est-à-dire qu'elles vont très peu payer. Jusque là, ça me paraît pas mal. Et enfin, on arrive à 25%. Ça me paraît même, on peut ouvrir même encore un peu tous les as aussi, à peu près tous les as sera le profil des blindes. Roi 9, on peut faire aussi. Je pense avec ça, on a un jeu assez serré. Donc on va enregistrer. On va faire un jeu au bouton 1. Ensuite, on a le jeu en small blind. Alors attention, le jeu en small blind, je parle de jeu d'ouverture, pas de jeu de défense. Dans les jeux d'ouverture, on va pouvoir ouvrir à peu près ici les mêmes mains que là. On va jouer à peu près les mêmes mains que là. Et si la small blind, la grosse blinde, donc fold beaucoup, on peut bien évidemment rajouter tout ça. Voilà. Voilà pour les différents types de mains à jouer en fonction des positions. Je vous les remontre. Ici, on a les mains UTG. On a un problème, bien évidemment. En MP, on a dit qu'on avait As-Valet, Roi-Dame. Au cut-off, on élargit. Et au bouton, on élargit encore. Vous voyez que là, on a un range de mains qui est assez élevé et qui va nous permettre, donc tout le reste doit être foldé, tout simplement. Ça, c'est pour vos ranges d'ouverture. Je vous montrerai, si ça vous intéresse, si vous me demandez, dans une prochaine vidéo, l'impact de ce type de main sur un flop. C'est-à-dire qu'on sera toujours très fort. Plus votre jeu post-flop va augmenter en niveau de qualité, plus vous allez pouvoir augmenter sur toutes les positions, les ranges d'ouverture. Voilà pour ce qui est
tout simplement des ranges. Ensuite, on va revenir maintenant à l'utilisation d'un tracker. Un tracker, qu'est-ce que c'est? On en a parlé vaguement la dernière fois. C'est un petit outil qui permet d'enregistrer les différents jeux des uns et des autres et leurs différents pourcentages en fonction des actions. Comment se passe un coup de poker? Un coup de poker, c'est pour ça qu'on va reprendre la table, et une table qui est relativement intéressante d'ailleurs, puisqu'on voit que les joueurs sont plutôt larges, ont des profils assez typiques, hein, on a des profils assez marqués, et savoir reconnaître les profils et leur donner un nom est quelque chose de très important au poker. Ce que je veux dire par là, c'est que savoir contre qui on joue va nous permettre de prendre, tant qu'on peut, la meilleure décision possible. Si je joue contre quelqu'un de très serré, bien évidemment, je ne vais pas pouvoir jouer des mains très larges, puisque je vais avoir des mains qui sont très souvent dominées. Plus je joue avec quelqu'un qui est large, plus mes mains vont pouvoir, vont pouvoir se défendre de manière serrée, mais moins serrée, parce que j'aurai mon échantillon de main qui sera devant son échantillon de main. Pour ça, vous avez encore le même type d'utilitaire que celui que on avait précédemment, c'est-à-dire que si je joue et que je reprends notre utilitaire là, et que je prends ici ma range UTG, et que je la confronte à quelqu'un qui va jouer ou payer comme l'adversaire qui est à ma droite ici, Pastis, qui a 53% de call, je vais pouvoir évaluer assez facilement que dans 62% des cas, je vais gagner la main, si ça partait à tapis préflop. Et donc forcément, à 6 c'est un peu léger pour isoler. Donc forcément, on voit bien ici que, alors que si je joue toujours la même chose contre quelqu'un qui ne joue que 5% des mains, je devais être, je ne suis plus gagnant à la rigueur. Quand on tire des statistiques, je suis à 40% de gain, ce qui n'est absolument pas assez pour gagner. Donc il faut comprendre que l'échantillon avec lequel vous allez jouer préflop va conditionner vos chances de gagner. Plus votre adversaire va jouer large, plus, par exemple, on prend cet adversaire qui est là, qui ne relance que 6% du temps. J'ai fermé mon utilitaire. Qui ne relance que 6% du temps. Eh bien, contre un éventail de 6% du temps, donc c'est-à-dire, vous voyez, des mains assez serrées, c'est As-Dame, tous les As-Dame, tous les As-10 pareillés plus, toutes les As-Dame dépareillées, donc As-Dame, As-Roi, Roi-Dame et toutes les paires de 8. Si effectivement, moi je joue une paire de 7, eh ben je suis loin derrière, très loin derrière. Si je joue un échantillon de main comme mon échantillon UTG, ici, je suis quasiment à jeu devant lui. Donc ce genre de joueur, quand il relance, ça veut dire qu'il a une range très serrée. Par contre, il va payer beaucoup. Donc il va payer 66% du temps, ce qui nous fait qu'on est très largement devant quand on va le relancer. D'où l'intérêt de comprendre qui sont ces joueurs avec lesquels on joue. Donc on utilise bien évidemment un tracker. Il y a deux grands trackers sur le marché aujourd'hui, c'est Hold'em Manager et Poker Tracker, qui enregistrent tout ce qui se passe et vous donnent des statistiques. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser, parce que c'était le thème de la vidéo, au jeu préflop. Donc à savoir que c'est les lignes qui sont là, qui vont nous donner des informations sur le jeu préflop. Alors, première information à avoir sur un tracker, c'est que les statistiques des mains vont évoluer en fonction du nombre de mains que vous jouez. Vous voyez qu'ici, on a un joueur contre qui on a joué 21 mains, c'est le chiffre bleu qui est là, un contre lequel on a joué 19 mains, et un contre lequel on a joué 749 mains.
vidéo précédente. Ça veut dire très simplement que les statistiques que j'ai là sont beaucoup plus précises que les statistiques que j'ai là. Quoi qu'il en soit, les premières statistiques vont converger très vite. Effectivement, si sur 20 mains, ce joueur n'a relancé que 5% du temps, il y a assez peu de chances que sur 600, ce stat soit très proche et devienne proche des 20%. Alors ici, on a une petite décision, puisqu'on a été payé sur relancé. Alors, c'est la première main que le joueur joue ici. On va juste coller notre As-Roi. Ça ne sert à rien d'essayer de surjouer, puisqu'on n'a aucune information sur lui. Ici, il ne joue que les As et les Rois, et auquel cas, nous serions en très mauvaise posture. Donc là, on attend un petit peu pour voir ce qu'il fait. Il ne joue pas. Peut-être qu'il a As-Roi comme nous. Donc on va reprendre le lead, bien évidemment, en bluff. Puisque s'il a eu les As et les Rois, bien évidemment, il aurait bêté. Et quand s'il a As-Roi, il ne peut plus payer maintenant parce qu'il n'a rien. Vous avez vu, on est passé de 0 à 8% en une main, parce qu'on est passé de 12 à 13. Ça, pour parler de la façon dont ces statistiques vont évoluer dans le temps. Donc ce tracker va nous donner des informations assez importantes sur les profils des différents joueurs contre lesquels nous allons jouer. Alors ici, on a la troisième paire et un pseudo-tirage pique si jamais un pique rentre. Il met 3 centimes dans 6. On s'aperçoit grâce au tracker, et je vais revenir dessus dans quelques instants, que c'est un joueur plutôt agressif. Donc je vais payer une fois pour voir s'il continue son agression ou bien s'il arrête. Je joue une blinde et demie, c'est pas énorme, je peux me permettre de le faire, parce que j'ai encore un joueur à parler derrière. Arrive un 7 qui est une brique totale, qui ne change absolument rien à la texture du board. S'il avait roi 10, il a quinte, il a toujours. S'il a un as, il a toujours. Et ça ne changera rien. Quand le fait que j'ai collé va modifier sa façon de jouer, puisqu'effectivement, je peux représenter un tirage couleur, je peux représenter moi-même un as. Maintenant, il mise pot. Je ne prends plus de risques et je fold. Donc, sur cette dernière main que nous avons jouée là, on va finir le tour de table, bien évidemment. Je finis toujours un tour de table. Je vais me pencher sur le tracker et sur les premières lignes du tracker. Sur ce tracker, tel que je vous le recommande, vous avez le nombre de mains, bien évidemment, pour pouvoir évaluer la pertinence des statistiques que vous avez. Ensuite, on va prendre Galis comme exemple, puisque c'est sur lui sur lequel on a le plus de mains. Le pourcentage de mains que ce joueur ouvre quand il est en position de cut-off ou bien de bouton. Donc il joue 37% des mains cumulées sur les deux positions. Ça veut dire qu'il est agressif. Il essaye c'est le pourcentage de style, de vol des blindes quand le pot n'a pas été ouvert. 82%, c'est le nombre de fois où il va folder quand il est en position de small blind ou de grosse blinde et qui a une ouverture justement du cut-off ou bien du bouton. Ensuite, on a 73. 73, c'est le pourcentage de fois où ce joueur va limper et folder ensuite. C'est-à-dire les fois où il va juste poster sa blinde, il va mettre 2 centimes, alors qu'il aurait pu en mettre 6, donc 3 fois la blinde. Et que si quelqu'un le relance, donc à 8 pour l'isoler, il va folder 73% du temps. On s'aperçoit très vite que là on a une information relativement capitale, c'est que quand ce joueur limpe, on va pouvoir l'isoler de manière très large, puisqu'il va folder 75% du temps. Et si on fait les mathématiques, du coup, ça veut dire que sur le long terme, on sera gagnant. Et le 67 qui suit, c'est le pourcentage de fois où quand il est en grosse blinde, donc en position de fonction, si Spartiate ouvrait, donc s'il était en grosse blinde, si Bluff Master ouvre, il va folder. Il va folder 67% du temps, ce qui est beaucoup trop, bien évidemment, puisqu'il a la position, puisqu'il va devoir parler, il va parler post-flop après le joueur initial.
donc il ne défend pas assez sa blinde. Donc ça, c'est pour les informations au niveau des dernières phases de jeu à partir du cut-off et la défense des blindes. Ensuite, on a la première statistique qui est le VPIP, le VPIP de 29, qui est la valeur cumulée de toutes ces fréquences dans lesquelles il va payer, il va limper ou bien il va coller une mise quand il est dans le coup. 29%, c'est relativement large. Ensuite, on a le 20 qui suit, c'est ce qu'on appelle le PFR ou le Pre-Flop Raise. C'est le nombre de fois où le joueur va ouvrir le pot qui n'a pas été ouvert ou bien sur-relancer une relance qui a déjà été faite. Ensuite, on a le 6,6, c'est son pourcentage de 3 bêtes. C'est un pourcentage très élevé pour la NL2. C'est-à-dire que c'est les fois où, quand un joueur a déjà relancé à 6 centimes, donc à 3 blindes, il va sur-relancer, comme il nous l'a fait tout à l'heure avec As-Roi, la relance du joueur initial. C'est un pourcentage qui est très élevé à cette limite, parce que si je reprends mon petit utilitaire ici et que je regarde un PFR de 6,6, on ne va pas faire comme ça parce que là on va extraire trop de mains. Si je prends 6,6, ça veut dire qu'il va sur-relancer avec tout cet échantillon de mains. Donc quand vous avez des mains comme As-Valet, As-Dame, As-Roi, bien évidemment les As et les Rois, mais même toutes les paires à partir du 10 et autres, on va pouvoir arriver à le payer. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne sur-relance pas paire de 8, paire de 9, voire même paire de 10. On a très peu d'intérêt à sur-relancer As-10, As-Valet, Roi-Valet ou Roi-Dame. Et là, on voit que notre pourcentage redescend. Même les valets en NL2, on n'a pas intérêt à les sur-relancer. Les dames non plus, As-Dame non plus. Donc le vrai range de value, il se situe autour de 2,1%. Donc quand je soustrais ces 2,1 à ces 6,6, ça veut dire qu'il va jouer des mains, ce qu'on appelle light, qui peuvent être effectivement des As-Dame de temps en temps, mais qui peuvent être aussi pas mal de mains, comme des petits As, des suites connecteurs, comme ceci, comme cela, et peut-être sûrement, je pense, vu le profil du joueur, les dames, les valets, et les As-Dames pariés, enfin je lui souhaite, quelque chose comme ça. Et là on a à peu près le range, donc l'échantillon de main avec lequel il va 3BT. Donc pour 2% de valeur, tout le reste, si vous avez une main à partir de As-Dame, il faut payer sans aucun problème. Voilà pour ce qui est de cette statistique qui est très intéressante. Et vous allez voir, elles sont très très faibles. Vous voyez bien que c'est le seul joueur avec Spartiate qui m'a l'air assez dégène. Ensuite, en plus petit ici, le petit 60, c'est le pourcentage de fois où il va folder quand on va le 3BT. Quand les joueurs foldent jusqu'à 60%, on va pouvoir commencer à rajouter des mains de bluff pour les faire coucher, parce que ça veut dire qu'effectivement, il relance 20% du temps, ce qui est beaucoup, et il couche beaucoup quand on le 3-bet, donc ça va être exploitable. Voilà pour cette vidéo sur les ranges pré-flop, les positions. On fera dans une prochaine vidéo, on attaquera le jeu au flop, avec ce qu'on appelle le continuation bet, les défenses de continuation bet, et les check raise éventuellement, et on affinera notre lecture des profils grâce aux stats d'agressivité qui sont ici en violet. Voilà, je vous souhaite une très bonne vidéo et bonne chance sur les tables. N'hésitez pas à commenter, bien évidemment, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les vidéos. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. C'était Absolu Steph pour YouTube.